Chapitre 13. Évidemment que c'est sa mère qui l'a tué. Je regardais la bouche du garçon que Jody avait voulu me faire rencontrer. Il avait les lèvres épaisses et roses, un visage poupin niché sous des cheveux blonds et soyeux. Il s'appelait Cal. Ce devait être le diminutif de quelque chose, mais de quoi? En dehors de California, je ne voyais vraiment pas. Et comment es-tu si sûr que c'est elle qui l'a tué? Il paraît que Cal est très intelligent. Jody m'avait dit au téléphone qu'il était séduisant et qu'il me plairait. Je me demandais s'il m'aurait plu. Avant. C'était impossible à dire. D'abord elle dit « Non, non, non ». Mais après elle dit « Oui ». D'accord. Mais après elle dit « Non, non » de nouveau. Cal et moi-même, nous étions allongés sur une serviette à rayures vertes et oranges au bord de la mer, de l'autre côté des marais de Lynn. Jody et Mark, le garçon avec qui elle sortait, nageaient. Cal n'avait pas voulu nager. Il voulait parler et nous discutions de cette pièce de théâtre dans laquelle un jeune homme apprend qu'il a une maladie du cerveau à cause de son père qui fait des fariboles avec des femmes douteuses. Finalement, son cerveau commence à sérieusement ramollir au point de complètement décrocher, tant et si bien que sa mère se demande s'il faut ou non le tuer. Je soupçonnais ma mère d'avoir téléphoné à Jody pour la supplier de me sortir car je restais toute la journée enfermé dans ma chambre, les stores tirés. Tout d'abord, je ne voulais pas y aller parce que je pensais que Jody remarquerait que j'avais changé. Même un aveugle pouvait se rendre compte qu'il ne me restait plus un gramme de bon sens dans la cervelle. Mais pendant toute la route vers le nord puis vers l'est, Jody n'avait cessé de plaisanter, rire, bavarder, et elle ne semblait pas remarquer que je ne répondais que « Ah, mon Dieu !» ou « Sans blague ». On a fait griller des hot-dogs sur les grilles publiques de la plage. En observant très attentivement comment opéraient Jody, Cal et Mark, j'ai réussi à faire griller le mien juste ce qu'il faut pour qu'il ne brûle pas et ne tombe pas dans les braises, comme je le redoutais. Ensuite, quand personne ne m'a vu, je l'ai enterré dans le sable. Après avoir mangé, Jody et Mark ont couru jusqu'à l'eau, main dans la main, et je suis resté sur le dos à contempler le ciel pendant que Cal continuait à parler de cette pièce. Je me souvenais de cette pièce uniquement parce qu'il y avait un dingue. Tout ce que j'avais lu sur les fous me restait en mémoire, alors que tout le reste s'évaporait. Mais c'est le oui qui compte, affirmait Cal. C'est au oui qu'elle va revenir à la fin. J'ai relevé la tête pour regarder l'étendue bleue intense de la mer, comme une assiette bleue au bord sale. Un gros rocher gris, comme la moitié supérieure d'un œuf, sortait de l'eau à environ 1 mille de la côte rocheuse. Avec quoi l'a-t-elle tué déjà? J'ai oublié. Je n'avais pas oublié, je m'en souvenais parfaitement. Mais je voulais l'entendre de la bouche de Cal. Poudre de morphine. Tu crois qu'on a ça en Amérique? Cal a réfléchi un moment. Je ne pense pas. Ça fait très vieux jeu. Je me suis couché sur le ventre et j'ai regardé dans l'autre direction, vers Lynn. Une brume vitreuse s'élevait au-dessus des braises des grilles, de la route. À travers la brume, comme au travers un rideau d'eau claire, je pouvais distinguer les hauteurs floues des containers de pétrole, des hangars d'usines, des derricks et des ponts. Ça avait l'air d'un sacré désordre. Je me suis retourné sur le dos et j'ai dit d'une voix désinvolte. Si tu voulais te tuer, comment t'y prendrais-tu? Cal a semblé satisfait que je lui pose la question. J'y ai souvent pensé. Je me ferais sauter la cervelle avec un pistolet.
J'étais désorienté. C'était bien une idée d'homme de faire ça avec un pistolet. Je n'avais aucune chance de mettre la main sur un pistolet, et même si j'en avais l'occasion, je n'aurais pas la moindre idée de l'endroit où je devrais tirer. J'avais déjà lu des articles sur des gens qui avaient voulu se tuer avec un pistolet. Ils n'avaient réussi qu'à sectionner un nerf important et à rester paralysés. Ou alors ils se déchiquetaient le visage et la chirurgie faisait des miracles. On arrivait encore à les faire survivre. Je trouvais que le pistolet comportait de grands risques. Quel genre de pistolet? Le pistolet de mon père. Il le garde chargé. Je n'ai qu'à rentrer dans son bureau un jour et... clic. Cal avait pointé l'index sur sa tempe et esquissé une grimace comique. De ses yeux gris clairs écarquillés, il me regardait. Ton père, il vit près de Boston? Ai-je demandé sans avoir l'air d'y toucher. Non, à Clacton-sur-Mer. C'est un Anglais. Jody et Mark revenaient en courant, toujours main dans la main, dégoulinant et se secouant comme deux chiots amoureux. J'ai trouvé qu'on commençait à être trop nombreux, alors je me suis levé et j'ai fait semblant de m'étirer. Je crois que je vais aller nager. La présence de Jody, Mark et Cal commençaient à me taper sur les nerfs, un peu comme un gros morceau de bois qu'on baladerait sur les cordes d'un piano. À chaque instant, j'avais peur de perdre le contrôle de mes nerfs, de me mettre à raconter que je ne pouvais ni lire, ni écrire, et que je devais bien être la seule personne au monde à n'avoir pas dormi pendant un bon mois sans tomber raide, morte d'épuisement. J'avais l'impression que mes nerfs fumaient comme les grilles de la route saturée de chaleur. J'avais l'impression que mes nerfs fumaient comme les grilles et la route saturée de chaleur. Tout le paysage, la plage, l'arrière-pays, la mer et le rocher tremblotaient devant mes yeux comme un décor de théâtre. Je me demandais à quel endroit de l'espace le bleu stupide et factice du ciel virait au noir. Cal, va nager aussi. Jody lui donnait des bourrades encourageantes. Oh. Cal s'est caché le visage avec sa serviette. Elle est trop froide. J'ai commencé à descendre vers la mer. Pour je ne sais quelle raison, dans la lumière crue de midi, l'eau avait l'air aimable et accueillante. Je pensais que la noyade devait être la plus douce des manières de mourir, et brûler, la pire. Quelques-uns des bébés dans les bocaux que Buddy Willard m'avait montrés possédaient des branchies. Ils traversaient une étape où ils étaient comme des poissons, m'avait-il expliqué. Une petite vaguelette chargée d'immondices, de papier gras, de pelures d'orange, d'algues, s'est écrasée sur mon pied. J'ai entendu crisser le sable derrière moi et Cal s'est avancé. Nageons jusqu'au rocher là-bas. Je le lui indiquai du doigt. T'es folle? Ça fait au moins 1 mille. Et alors? T'es un homme ou une poule mouillée? Cal m'a prise par l'épaule et m'a basculé dans l'eau. Quand nous avons eu de l'eau jusqu'à la taille, il m'a enfoncé sous l'eau. J'ai refait surface avec 1000 éclaboussures, les yeux rougis par le sel. L'eau était verte et à moitié opaque, comme un gros morceau de quartz. J'ai commencé à nager, un peu à la chien, le visage tourné vers le rocher. Cal crawlait lentement. Après un moment, il a redressé la tête et il s'est mis à nager debout. « Je peux pas, » soufflait-il bruyamment. « D'accord, retourne. » Je pensais nager jusqu'à ce que je sois trop épuisé pour revenir. Pendant que je battais l'eau, les battements de mon cœur cognaient dans mes oreilles comme le moteur d'une voiture. Je vis, je vis, je vis. Déjà, ce même matin, j'avais essayé de me pendre. Dès que ma mère était partie travailler, j'avais pris la cordelette de soie de sa robe de chambre jaune.
Dans l'ombre feutrée de la chambre, j'avais fait un nœud coulant. Ça m'avait pris longtemps parce que je suis nul pour faire des nœuds, et je ne savais pas très bien comment il fallait m'y prendre. Ensuite, j'étais parti à la recherche d'un endroit où j'aurais pu accrocher ma corde. Le problème était que notre maison n'avait pas des plafonds comme il faut. Ils étaient bas, blancs et enduits de plâtre. Pas le moindre anneau pour suspendre un lustre, pas la plus petite poutre. Je me suis souvenu avec amertume de la maison que possédait ma grand-mère avant qu'elle la vende pour aller vivre avec nous, puis avec ma tante Libye. La maison de ma grand-mère était une belle maison dans le style 19e, avec des chambres à haut plafond, des énormes encorbellements pour poser des chandeliers, des placards géants avec des tringles solides, un grenier où jamais personne ne mettait les pieds et qui était rempli de malles, de cages à perroquets, de mannequins de couturiers et avec des poutres aussi larges que des mâts de navire. Mais c'était une vieille maison. Elle l'avait vendue et je ne connaissais personne qui ait une maison de ce genre. Après un moment décourageant, passé à chercher sans succès, avec la corde passée à mon cou, comme une queue de chat jaune, je m'étais assise sur le bord du lit de ma mère et j'avais essayé de serrer la corde avec les mains. Chaque fois que j'avais tiré sur la corde suffisamment pour que je sente pleurer mes yeux et le sang monter à mon visage, mes mains faiblissaient. Elles laissaient glisser la corde et je me sentais mieux à nouveau. C'est alors que j'ai compris que mon corps possédait plus d'un tour dans son sac. Du genre rendre mes mains molles au moment crucial, ce qui lui sauvait la vie à chaque fois, alors que si j'avais pu le maîtriser parfaitement, je serais morte en un clin d'œil. Il allait falloir que je le trompe avec le peu d'intelligence qui me restait, sinon il allait m'enfermer pour 50 ans dans une cage absurde, ayant alors complètement perdu la boule. Quand les gens se rendraient compte que j'étais folle alliée, et cela ne manquerait pas de se produire malgré les silences de ma mère, ils la persuaderaient de m'enfermer dans un asile où l'on saurait me guérir. Seulement voilà, mon cas était incurable. Au drugstore du coin, j'avais acheté quelques livres de poche sur la psychologie pathologique. J'avais comparé mes symptômes avec ceux qui étaient décrits dans les livres, et bien entendu, mes symptômes étaient ceux des cas les plus désespérés. En dehors des journaux à scandale, je ne pouvais lire que des livres de psychologie pathologique. C'était comme si on m'avait laissé une petite faille grâce à laquelle je pouvais tout apprendre sur mon cas pour mieux en finir. Je me suis demandé après le fiasco de la pendaison s'il ne valait pas mieux abandonner et me remettre entre les mains des docteurs. Mais je me suis souvenu du docteur Gordon et son appareil à électrochoc personnel. Une fois enfermé, il pourrait m'en faire tout le temps. J'ai pensé aux visites de ma mère et de mes amis qui viendraient me voir jour après jour, espérant que mon état allait s'améliorer. Mais leurs visites s'espaceraient et ils abandonneraient tout espoir. Ils m'oublieraient. Ils deviendraient pauvres. Au début, ils voudraient que je les reçoive. Au début, ils voudraient que je reçoive les meilleurs soins. Ils engloutiraient tout leur argent dans des cliniques privées comme celle du docteur Gordon. Finalement, quand ils n'auraient plus d'argent, je serais transféré dans un hôpital d'État, avec des centaines de malades comme moi, tous enfermés dans une grande cellule au fond d'une cave. Plus votre cas est désespéré, plus on vous cache. Cal avait fait demi-tour et il nageait vers la plage. Pendant que je le regardais, il était sorti de l'eau qui lui arrivait à hauteur du cou. Son corps avait l'air sectionné comme un verre blanc, une moitié dans les vaguelettes vertes de l'eau, l'autre sur fond de sable kaki. Puis il est complètement sorti du verre pour aller sur le kaki, et il s'est perdu au milieu des centaines d'autres vers qui se tortillaient ou se prélassaient entre la mer et le ciel. Je pagayais des mains et remuais les pieds.
Le rocher en forme d'œuf n'avait pas l'air d'approcher d'1 mètre depuis que Cal et moi l'avions regardé du rivage. Alors, je me suis rendu compte que cela ne servirait à rien de nager aussi loin que le rocher, parce que mon corps se servirait de ce prétexte pour se coucher au soleil et accumuler des forces pour le retour. La seule chose à faire était de me noyer tout de suite et ici même. Alors je me suis arrêté. J'ai ramené les mains sur ma poitrine. J'ai rentré la tête et j'ai plongé en me servant de mes mains pour écarter l'eau. La pression écartait mes tympans et mon cœur. Je me laissais couler, et avant que je sache ce qui m'arrive, l'eau m'avait déjà recraché au soleil. Le monde étincelait autour de moi, comme des pierres précieuses, bleues, jaunes, vertes. Je me suis essuyé les yeux. Je chancelais après cet effort exténuant, mais je flottais sans effort. J'ai plongé et replongé, mais chaque fois, je remontais comme un bouchon. Le rocher gris se moquait de moi, qui ballottais dans l'eau comme une bouée. Je savais me reconnaître battu. J'ai donc fait demi-tour. Les fleurs s'agitaient comme des enfants vifs et éveillés, pendant que je les poussais le long du couloir dans le chariot. Je me sentais idiote avec cet uniforme de volontaire, couleur vert cendré, superflu, comparé aux docteurs et aux infirmières en uniforme blanc. Même comparé aux filles de salle en uniforme marron qui me croisaient sans un mot, avec leurs balais et leurs seaux d'eau sale. Si l'on m'avait payé, peu importe combien, j'aurais au moins pu considérer que je faisais un vrai travail, mais pour une matinée passée à distribuer des journaux, des sucreries et des fleurs, je ne recevais qu'un déjeuner gratuit. Ma mère affirmait que le meilleur remède lorsque l'on pense trop à soi, c'est d'aider ceux qui sont dans une situation pire que la sienne. Donc Teresa s'était débrouillée pour me faire signer un engagement de volontaire dans l'hôpital local. Ce n'était pas facile d'y entrer comme volontaire, parce que c'était l'objectif de toutes les membres de la Ligue des jeunes femmes d'Amérique. Mais heureusement pour moi, elles étaient toutes en vacances. J'avais espéré qu'il m'enverrait à la surveillante chargée des cas vraiment désespérés, qu'il se rendrait compte que malgré mon visage figé et buté, je ne demandais qu'à bien faire, qu'il serait reconnaissant. Mais le chef des volontaires, une dame de la haute société qui fréquentait notre église, m'avait jeté un coup d'œil et m'avait dit « Vous irez en maternité ». Je suis allé au 3e, à la salle des infirmières de la maternité, et je me suis présenté à la surveillante. Elle m'a confié le chariot à fleurs. Je devais déposer dans les bonnes chambres les pots qu'il fallait à côté des lits correspondants. Mais avant d'arriver à la porte de la première chambre, j'ai remarqué que beaucoup de fleurs étaient fanées et brunissaient. Comme je trouvais ça déprimant pour une femme qui vient d'accoucher de voir quelqu'un planter un gros bouquet de fleurs fanées à côté d'elle, j'ai donc approché le chariot d'un lavabo dans un recoin du couloir, et j'ai commencé à enlever toutes les fleurs fanées. Et puis j'ai enlevé toutes celles en train de mourir. Comme il n'y avait pas de poubelle en vue, j'ai fait une boule avec les fleurs que j'avais enlevées et je les ai laissées dans le grand lavabo blanc. Il était froid comme une tombe. J'ai souri. À la morgue de l'hôpital, il devait faire pareil avec les cadavres. Mon geste, bien que modeste, se faisait l'écho de celui plus noble des docteurs et des infirmières. J'ai ouvert la porte de la première chambre et je suis entré en tirant mon chariot. 2 infirmières m'ont sauté dessus et j'ai perçu confusément des étagères et des pharmacies. « Qu'est-ce que vous voulez ?» m'a gravement demandé une des infirmières. Elles se ressemblaient tellement que je n'arrivais pas à les distinguer l'une de l'autre. « Je distribue les fleurs. »
L'infirmière qui m'avait adressé la parole m'a conduite dehors en manœuvrant le chariot d'une main experte, et de l'autre elle me tenait par l'épaule. Elle a ouvert la porte suivante et m'a fait entrer, puis elle a disparu. J'entendais fuser des rires au loin qui ont disparu quand la porte s'est refermée. Dans la chambre, il y avait 6 lits, chacun occupé par une femme. Elles étaient toutes assises, tricotant, lisant des magazines, se frisant les cheveux, tout en jacassant comme des perroquets dans une cage. Je m'étais imaginé qu'elles seraient en train de dormir, allongées et pâles. Je devrais me déplacer sur la pointe des pieds pour voir les numéros de leur lit et ceux inscrits sur du ruban adhésif collé sur les vases. Mais avant même que j'aie pu me ressaisir, une blonde platinée, pétulante, le visage triangulaire, m'a fait signe d'approcher. Je me suis avancé, abandonnant le chariot au milieu de la chambre, mais elle a fait un geste d'impatience, et j'ai compris qu'elle voulait que j'amène aussi le chariot. Je l'ai approché de son lit avec un gentil sourire. « Eh, mais où est mon pied d'alouette ?» Une énorme dame tout avachie me fusillait de ses yeux d'aigle depuis le côté opposé de la chambre. La blonde au visage en lame de couteau s'est penchée sur le chariot. « Voilà mes roses jaunes, mais elles sont toutes mélangées avec d'épouvantables iris. » D'autres voix se sont jointes à celles des 2 premières femmes. Elles se coupaient la parole, parlaient fort et leurs voix étaient chargées de reproches. J'allais ouvrir la bouche pour expliquer que j'avais jeté les pieds d'alouette fanés dans l'évier et que j'avais ajouté d'autres fleurs au bouquet qui avaient l'air trop maigrichons une fois que je les avais triés. Mais la porte battante s'est ouverte et une infirmière est entrée pour voir la cause du désordre. « Écoutez un peu. Où sont passés ces magnifiques pieds d'alouette que Larry m'a apportés hier soir ? Elle a salopé mon bouquet de roses jaunes. » Je me suis mise à courir tout en déboutonnant mon uniforme vert, et je l'ai flanqué au passage dans le lavabo où j'avais jeté les fleurs. J'ai dévalé les escaliers 4 à 4, et je me suis retrouvé dans la rue sans avoir croisé une âme. C'est par où le cimetière ? L'Italien en blouson de cuir s'est arrêté, et il m'a indiqué un chemin derrière l'église méthodiste. Jusqu'à 9 ans, j'avais été méthodiste. Mais à la mort de mon père, nous sommes devenus unitariennes. Avant d'être méthodiste, ma mère était catholique. Ma grand-mère, mon grand-père et ma tante Libye étaient toujours catholiques. Ma tante Libye avait quitté l'église catholique en même temps que ma mère, mais comme elle était tombée amoureuse d'un Italien catholique, elle y était retournée. Récemment, moi aussi, j'avais envisagé d'aller à l'église catholique. Je savais que les catholiques considéraient le suicide comme un péché mortel. Mais puisqu'il en était ainsi, ils parviendraient peut-être à m'en dissuader plus facilement. Bien sûr, je ne croyais pas à une autre vie après la mort, ni à l'Immaculée Conception, ni à l'Inquisition, ni à l'infaillibilité de ce petit pape au visage simiesque, ni à rien de tout cela. Et je n'avais pas besoin de le dire au prêtre. Je pouvais très bien me concentrer uniquement sur mon péché et il m'aiderait à me repentir. L'ennui, c'est que l'Église, même l'Église catholique, ne vous absorbe pas entièrement. On peut s'agenouiller et prier pendant des heures, mais il faut quand même manger 3 fois par jour, avoir un boulot et vivre dans le monde. J'ai voulu savoir depuis combien de temps il fallait être catholique pour pouvoir devenir nonne. J'ai donc posé la question à ma mère, en pensant qu'elle saurait me répondre. Elle m'a ri au nez. « Tu crois qu'ils vont accepter quelqu'un comme toi, comme ça, tout d'un coup ? Mais il faudrait que tu saches tous les credos, le catéchisme, et puis, il faut y croire, d'un bout à l'autre. Enfin, une fille intelligente comme toi. » Malgré tout, je me voyais quand même devant un prêtre de Boston,
Il fallait que cela soit de Boston, parce que je ne voulais pas qu'un prêtre de ma ville natale sache jamais que j'avais voulu me tuer. Les prêtres sont épouvantablement bavards. Je serai tout de noir vêtu, le visage blanc comme la mort. Je me jetterai à ses pieds et je l'implorerai. Oh mon père, aidez-moi. Mais tout ça, c'était avant que les gens commencent à me regarder de travers, comme les infirmières à l'hôpital par exemple. J'étais sûr que les catholiques n'accepteraient jamais une nonne dingue. Un jour, le mari de tante Libby avait fait une blague à propos d'une nonne qu'un couvent avait envoyée à Teresa pour un examen complet. Cette nonne entendait des harpes et une voix qui chantait Alléluia. Seulement, quand on lui posait des questions un peu plus précises, elle ne savait plus très bien si la voix chantait Alléluia ou bien Arizona. Cette nonne était originaire de l'Arizona. Je crois qu'elle a échoué à l'asile. J'ai tiré mon voile noir sur le menton et j'ai traversé les grilles de fer forgé. Je trouvais ça curieux, depuis le temps que mon père était enterré dans ce cimetière. Personne ne l'avait jamais visité. Ma mère ne nous avait pas laissé assister aux obsèques parce que nous étions encore trop jeunes. Comme mon père était mort à l'hôpital, le cimetière et même sa mort m'avaient toujours semblé irréels. Depuis quelque temps, j'avais très envie de payer à mon père sa dette pour toutes ces années d'abandon. Je voulais aussi m'occuper de sa tombe. J'avais toujours été la préférée de mon père, et il me semblait naturel de porter le deuil que ma mère ne s'était jamais préoccupée de porter. Je pensais que si mon père n'était pas mort, il m'aurait tout appris sur les insectes, puisque c'était sa spécialité à l'université. Il m'aurait aussi enseigné l'allemand, le grec et le latin. Peut-être serais-je luthérienne. Mon père avait été luthérien dans le Wisconsin. Mais comme c'était démodé en Nouvelle-Angleterre, il était devenu un luthérien déchu, puis un athée amer, comme disait ma mère. Le cimetière me décevait. Il était à la périphérie de la ville, sur un sol lourd, comme un dépôt d'ordures. Et en marchant dans les allées de gravier, je sentais au loin l'odeur des marais salants. Le vieux cimetière était bien avec ses vieilles pierres tombales usées et ses monuments rongés par le lichen. Et je me suis vite rendu compte que mon père devait se trouver dans la partie moderne avec les années 40. Les pierres tombales dans la partie moderne étaient frustres et bon marché. De temps en temps, une tombe était bordée de marbre, comme une vieille baignoire remplie de terre. Il y avait des bacs en métal rouillé avec des fleurs en plastique, à peu près à l'endroit où devait se trouver le nombril du cadavre. Une fine bruine s'est mise à tomber du ciel, et je me suis senti très déprimé. Je ne trouvais mon père nulle part. Des nuages épais et bas fuyaient le coin de l'horizon où se trouvait la mer pour venir au-dessus des marécages et des baraquements de la plage. Des gouttes de pluie assombrissaient l'imperméable noir que j'avais acheté le matin même. Une humidité collante me transperçait jusqu'aux os. J'avais demandé à la vendeuse « Est-ce que c'est vraiment imperméable ?» Et elle m'avait répondu « Non, aucun manteau de pluie n'est vraiment imperméable, mais ils peuvent résister à une averse. » Quand je lui avais demandé s'il existait quelque chose de vraiment imperméable, elle m'avait conseillé d'acheter un parapluie. Mais je n'avais pas assez d'argent pour un parapluie. Avec les trajets d'aller et retour à Boston en bus, les cacahuètes, les journaux, les livres de poche de psychologie pathologique et le voyage jusqu'à ma vieille ville natale au bord de la mer, j'avais presque épuisé mes économies new-yorkaises. J'avais décidé que lorsqu'il ne me resterait plus d'argent à la banque, je le ferais. Et ce matin-là, j'avais dépensé tout ce qui me restait en achetant cet imperméable. J'avais enfin trouvé la tombe de mon père. Elle était cachée derrière une autre tombe, tête à tête,
comme on entasse les gens dans les hospices quand il n'y a pas assez de place. La pierre était en marbre rose moucheté, comme du saumon en boîte. Elle ne portait que le nom de mon père et en dessous 2 dates séparées par un trait d'union. J'ai disposé au pied de la tombe la botte d'azalée que j'avais arrachée sur un arbuste à l'entrée du cimetière. Mes jambes ont cédé sous moi et je me suis retrouvée assise dans l'herbe détrempée. Je ne savais pas pourquoi, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me suis souvenu que je n'avais pas pleuré lors de la mort de mon père. Ma mère non plus n'avait pas pleuré. Elle s'était contentée de sourire en disant que la mort était une bonne chose pour lui. S'il avait survécu, il serait devenu infirme, invalide à vie, et ça, jamais il ne l'aurait supporté. Il aurait 100 fois choisi la mort. J'ai appuyé ma tête sur la douce surface de marbre, et j'ai hurlé ma peine à la pluie froide et salée. Je savais exactement comment m'y prendre. À la minute même où les pneus de la voiture ont fait crisser le gravier en partant, quand le bruit du moteur s'est évanoui, j'ai sauté du lit, enfilé à toute vitesse mon chemisier blanc, ma jupe verte imprimée et mon imperméable noir. Il était encore humide de la veille, mais cela n'aurait plus d'importance. Je suis descendu, j'ai ramassé l'enveloppe bleue pâle sur la table de la salle à manger et j'ai écrit sur le dos en grosses lettres maladroites. Je vais faire une longue promenade. J'ai laissé le message à un endroit où ma mère le trouverait inévitablement en rentrant. Et puis j'ai éclaté de rire. J'avais oublié l'essentiel. Je suis remonté 4 à 4 et j'ai tiré une chaise devant le placard de ma mère. Je suis monté dessus et j'ai attrapé un petit coffre vert qui était rangé sur l'étagère du haut. J'aurais pu tordre le couvercle entre mes mains nues tellement le cadenas était fragile, mais je voulais faire les choses avec calme et méthode. J'ai ouvert le tiroir supérieur droit de son secrétaire et j'ai sorti la boîte bleue à bijoux de sa cachette sous les mouchoirs parfumés en coton d'Irlande. J'ai décroché la petite clé agrafée sur le velours sombre. J'ai ouvert le coffre et j'ai sorti le flacon de comprimé. Il y en avait plus que je ne l'espérais. Il y en avait au moins 50. Si j'avais dû attendre que ma mère me les accorde un à un, nuit après nuit, il m'aurait fallu 50 nuits pour en accumuler suffisamment. 50 nuits, cela voulait dire que le collège aurait recommencé, que mon frère serait revenu d'Allemagne. Il serait trop tard. J'ai épinglé à nouveau la clé dans la boîte à bijoux, au milieu du fouillis de chaînettes et de bagues en toc. J'ai replacé la boîte dans le tiroir, sous les mouchoirs. J'ai remis le coffre dans le placard et j'ai rangé la chaise au même endroit sur le tapis. Je suis descendu dans la cuisine. J'ai ouvert le robinet et je me suis versé un grand verre d'eau. Ensuite, j'ai pris le verre et le flacon de comprimé et je suis descendu à la cave. Une lumière faiblarde filtrait à travers les soupiraux. Derrière la chaudière, il y avait un trou noir dans le mur qui disparaissait sous le passage couvert et qui m'arrivait à hauteur d'épaule. Le passage avait été ajouté à la maison après la construction de la cave et construit au-dessus de cette grotte secrète au sol de terre battue. Quelques vieilles bûches bloquaient l'entrée. Je les ai un peu repoussées et j'ai posé le verre et le flacon côte à côte sur une des bûches. J'ai commencé à pénétrer dans le trou. Ça m'a pris un bout de temps pour me coincer là-dedans, mais finalement, après bien des tentatives, j'y suis parvenu, et j'étais accroupi comme une naine à l'entrée des ténèbres. La terre était douce sous mes pieds nus, mais elle était froide. Je me suis demandé depuis combien de temps ce petit carré de terre n'avait pas vu le soleil. Ensuite, l'une après l'autre,
J'ai remis les bûches couvertes de poussière en travers de l'entrée de mon trou. L'obscurité était épaisse comme du velours. J'ai attrapé le verre et le flacon et, précautionneusement, à genoux, la tête baissée, j'ai rampé jusqu'au fond du trou. Mon visage effleurait les toiles d'araignée douces comme de la mousse, resserrant mon imperméable noir autour de moi comme une ombre secrète. J'ai dévissé le bouchon du flacon et j'ai commencé à avaler les comprimés un à un entre des gorgées d'eau. Au début, il ne s'est rien passé, mais en approchant du fond du flacon, des lumières bleues et rouges éclataient à intermittence devant mes yeux. Le flacon m'a échappé des mains et j'ai basculé sur le sol. Le silence s'est retiré, barrant la route aux galets, aux coquillages et à toutes les petites épaves minables de ma vie, puis, à la limite de ma vision, il s'est ramassé sur lui-même et d'une seule vague balayant tout, il m'a emporté dans le sommeil.